Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de santé masculine, on parle de prostate. C'est un sujet qui est important, c'est un sujet qui touche beaucoup d'hommes et j'ai l'immense bonheur de faire ce direct, de vous présenter ces contenus avec deux amis, deux collègues, les docteurs Daniel Perrault et Jessica Perrault-Bishop, la mère et la fille. Merci d'être là, vraiment. C'est un sujet qui est important. Vous êtes deux médecins de famille, vous rencontrez des gens qui ont des problèmes de prostate ou qui ont des questions liées à la prostate. Donc, on va répondre à ces questions-là. Mon mari doit-il éviter certaines choses avant de passer un test de dépistage du cancer de la prostate? La réponse m'a un peu surprise, mais en même temps, quand je vais prendre une prise de sang pour d'autres choses, est-ce que je dois être à jeun ou pas? Donc, si on transpose la question pour le test de dépistage du cancer de la prostate, le fameux APS, on répond quoi à ça, Jessica? Oui, bien en fait, je fais juste un petit rappel que dans le fond, l'APS, c'est quoi? C'est l'antigène prostatique spécifique. C'est une petite molécule qu'on peut doser dans votre sang. Quand l'architecture de la prostate est changée ou en tout cas, il peut avoir de la manipulation, ça peut entraîner une augmentation de cette molécule-là au niveau sanguin. Donc, ne pas faire le lien trop rapide. Si la quantité de la molécule est élevée, ça ne veut pas dire qu'il s'agit d'un cancer. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a certaines choses qui vont augmenter l'APS dans le sang. Entre autres, le toucher rectal. Donc, si vous venez de voir votre médecin de famille puis vous a fait un toucher rectal, il faut attendre un petit peu avant d'aller faire le test. Toute Combien de temps, à intervention, peu près? c'est 48 heures, c'est ça, OK, j'allais le quand rappeler même. à la fin, mais oui, Pardon, 48 OK, heures. pardon, Non, il n'y a OK. pas de problème. 48 heures. Les interventions. Donc, toute intervention, si vous avez une sonde urinaire, entre autres, si vous avez passé une caméra là, avec l'urologue pour aller voir dans la vessie, une cystoscopie, ça peut augmenter l'APS. Si vous avez fait une échographie ou une biopsie de la prostate, même chose. Du vélo. Donc là, c'est là que c'est intéressant. De par la pression sur le périnée, ça peut augmenter un petit peu l'APS et donc donner des fausses augmentations, puis on ne voudrait pas vous inquiéter pour rien. L'éjaculation peut le faire aussi. Toute stimulation de la prostate et des traitements de remplacement de la testostérone peuvent aussi augmenter cette valeur-là. Donc, on J'ai une, évite que- là, vraiment tout ce que je viens d'énumérer là, au moins 48 heures avant de faire le test. J'ai une question. Je pense à un patient qui se faisait des cathéters ou des cathétérismes, là, non seulement régulièrement, mais 2 fois par jour. Oui. Donc, quand on fait cette intervention-là, donc, vous me corrigez si je l'exprime mal, mais donc d'avoir une sonde pour évacuer l'urine, on se fait ça soi-même à la maison dans certains cas. Si je comprends bien, ça augmente aussi le taux d'APS ou ça, Oui. non? Donc, Oui, même oui, tout à chose. fait. Fait que donc, peut-être chez ce patient-là, on va choisir d'autres moyens. On va Hmm, aller peut-être faire l'imagerie de la prostate, on va peut-être aller, tu sais, si on a un doute, on va peut-être faire d'emblée une biopsie. Donc, d'accord, l'APS ne sera plus aussi fiable, car trop augmenté, puis on ne sait pas si c'est significatif ou pas. d'accord. Donc, à la Par question contre, des activités. je veux dire, Oui, vas-y, Daniel. oui, non, non, c'est par contre, par exemple, ce patient-là, parce que j'imagine que c'est un homme qui va vieillir avec sa prostate, mais si on a, par exemple, une valeur qui est toujours, on la connaît toujours élevée à 4 ou à 5 ou à 6, et qu'il va faire des investigations, bien, on aura une base que pour lui, c'est probablement sa OK, valeur à lui. je Alors que comprends. ça pourrait rentrer dans un spectre qui pourrait être une petite alarme. Alors, il y Je a des comprends. suivis différents chez ces personnes-là. D'accord. Oui. Donc, si on continue avec la question, en fait, est-ce qu'il y a des activités avant la prise de sang qui peuvent augmenter l'APS? Alors, on a, je pense, une réponse là-dessus, Jessica ou Daniel. Mhm. Absolument. Donc, dans le fond, c'est ça. On évite tout ce qui est mentionné ici. Puis, c'est sûr qu'une fois qu'on va avoir votre valeur d'APS, là, c'est de voir à quelle fréquence on va faire aussi le contrôle. Bien, ça va dépendre de votre première valeur d'APS. C'est elle qui va dire si c'est aux 2 à 4 ans qu'on va refaire le test. Mais OK. il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait le test, il faut faire attention à toutes ces choses-là qui sont mentionnées. Je pense que c'est intéressant de s'en souvenir. Peut-être qu'on va vous le dire systématiquement aussi, mais peut-être que des fois, on nous l'a pas dit, ou des fois, on n'est peut-être pas dans un état aussi pour tout retenir parce qu'on a eu une nouvelle qui nous stressait ou des choses comme ça. Fait que c'est intéressant de photographier ces éléments-là pour les retenir. Puis, donc, le fameux 48 heures, c'est vrai pour à peu près tout ça. C'est ça, Jessica? Absolument. D'accord. Puis, à quelle fréquence, tu le disais, à quelle fréquence on doit passer ces tests-là? Est-ce qu'il y a des conditions qui feront en sorte qu'on va les passer plus souvent ou c'est assez standard comme fréquence?
Ben, en général, c'est ça, comme je disais, ce qui va guider un peu, c'est la valeur initiale qui va déterminer, je vais faire à tel intervalle un contrôle. Souvent, ce qui arrive, c'est que si on a une valeur augmentée ou une valeur qui est plus augmentée que la normale du patient, on va souvent redoser 6 semaines plus tard. Et si D'accord. ça demeure élevé, là, on va référer en spécialité. Donc, on est un petit peu plus vite sur la gâchette, comme disait ma mère tantôt, de dire c'est quoi sa valeur de base. Et puis après ça, ben, si j'ai vraiment un pic, je dois recontrôler, m'assurer que c'est pas un faux positif. Puis par la suite, je réfère si ça reste augmenté. Mais absolument, on parle aux 2 à 4 ans là, dans la OK. population générale. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été présent durant ces contenus qu'on vous a donnés. Merci aussi pour vos questions. Merci Jessica Perrault-Bishop. Merci Daniel Perrault de votre collaboration. C'est toujours un grand plaisir de travailler avec vous en amont. Donc, tout ce que vous n'avez pas vu, vous, durant la vidéo, qui ont été travaillés en amont, vous avez travaillé très fort pour préparer ces contenus-là. J'espère que vous porterez bien. J'espère que vous, en fait, pas j'espère, mais vos patients sont chanceux de vous avoir. Avez-vous un mot de la fin, Jessica, à nous dire par rapport à ton expérience, toi, Daniel aussi, par rapport à vos patients qui vous consultent pour des problèmes de prostate? Ben, en fait, moi, je dirais juste, soyez pas gênés d'en parler. Puis, il faut pas que ça devienne tabou de parler de votre prostate et de vos symptômes urinaires. C'est pas nécessairement normal d'avoir des symptômes, donc il faut en parler. Et Daniel, un mot de la fin par rapport à la santé de la prostate, par rapport au grand sujet qu'on a Oui, abordé ben aujourd'hui? écoutez, c'est que j'utilise mon âge pour vous dire que en médecine, il y a eu énormément d'avancements sur plusieurs sujets, sur plusieurs pathologies, et que même si votre voisin a le même symptôme que vous, ben c'est bon d'aller vérifier que ça peut être pour d'autres causes que celui de votre voisin. Mais je crois que c'est normal que les gens discutent entre eux. Mais vous voyez comme on a toute une diversité de causes et de traitements et tout ça là. Alors, merci beaucoup, Denis, de nous donner l'occasion justement d'en parler au public comme ça, parce que ça permet vraiment de mettre un petit peu les pendules à l'heure, je pense. Ben, moi, ça fait grand plaisir de vous entendre et aussi ça fait ça rend un immense service aussi à ceux qui vont écouter et c'est le plaisir de cette chaîne YouTube, de YouTube en général. On peut écouter ces contenus-là dans le confort de notre foyer, ça reste confidentiel et vous allez peut-être aussi être outillé, peut-être aussi avoir développé un vocabulaire. Parfois, c'est des choses qu'on ne connaît pas pour en parler à votre pharmacien, en parler à votre médecin. Merci beaucoup, Daniel, Jessica. Merci à vous, internautes, et je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Au revoir.